Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Balafon Télévision. Le Cameroun a décidé de prolonger les opérations du recensement général de la population. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé le 29 mai 2026 un arrêté officialisant cette extension alors que les travaux avaient été lancés le 24 avril dernier. Cette initiative entre désormais dans une phase d'ajustement. Afin de soutenir ce nouveau départ, un budget additionnel de 6 milliards de francs CFA a été mobilisé. Selon le gouvernement, cette enveloppe vise à garantir la production de statistiques fiables, indispensables pour orienter les politiques publiques et accompagner le pays sur la voie de l'émergence. Les premières analyses menées sur le terrain ont révélé plusieurs difficultés, principalement d'ordre technique, ayant ralenti la collecte des données. La stabilisation des équipes a notamment été compromise par le non-versement via paiement mobile des allocations dues à certains agents. Le retard dans le règlement des frais de formation et de subsistance a légitimement perturbé le travail sur le terrain et freiné la transmission numérique des informations vers le serveur central. Ce soir, nous revenons sur ce dossier pour examiner les promesses et dresser un état de lieu de ce 4e recensement général de la population, une opération qui continue de susciter débats, commentaires et, il faut le dire, d'importants investissements financiers. Voici pour vous le journal tout d'abord. Affaire Steve Difo, Achille, 32 ans, brûlé vif le 5 juin 2026 à Baloum, arrondissement de Penkan-Michel, département de la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. Rappel des faits selon une sortie du président de la Fondation camerounaise des consommateurs, la FOCACO. La plainte déposée le 12 juin 2026 auprès du procureur de la République de Tchang par les familles Magia et Difo ont confirmé par le certificat de genre de mort numéro 43 du district de santé de Penkan-Michel. Le citoyen Difo Achille a été accusé sans preuve de vol de tôle. Conduit à la chefferie de Baloum, il a été séquestré, ligoté, torturé en présence du chef supérieur Nocipokam Charlie Constant. Malgré ses protestations d'innocence et le témoignage de Bostel Kamta déclarant « Ne le tuez pas, il ne connaît rien, il n'a pas volé, tuez-moi et laissez-le », Steve a été tout de même traîné sur la voie publique, torturé et brûlé à vif à l'aide de pneus et d'essence. Son innocence a été reconnue après son exécution d'après la FOCACO. Au total, on parle de 2 hommes brûlés vifs au village Baloum, des témoins accusés d'être restés passifs et une opinion publique sous le choc. Alors que l'affaire relance le débat sur la justice populaire, Maître Bopou Tchana John Michel, avocat au barreau du Cameroun et membre de la commission des droits de l'homme, revient sur les responsabilités encourues par les auteurs, mais aussi par ceux qui s'abstiennent de porter secours à une personne en danger. Franck Duroc Tassonking. Notre fils, notre frère, notre cousin. Accusé d'avoir volé des tôles, jugé par la foule et condamné sans procès, à Baloum, 2 hommes ont perdu la vie dans un épisode de justice populaire qui choque encore l'opinion publique. Selon Maître Bopou Tchana, avocat au barreau du Cameroun et membre de la commission des droits de l'homme, ces faits largement relayés sur les réseaux sociaux relèvent de graves infractions pénales. Ce sont des actes condamnables et la loi est claire là-dessus. Les personnes qui seront identifiées comme ayant participé à cette atrocité peuvent être poursuivies sous le coup de plusieurs infractions, notamment l'assassinat. Pour l'homme de droit, la colère populaire ne peut remplacer la justice. Les auteurs de tels actes s'exposent à des peines pouvant aller de l'emprisonnement à la peine de mort. En matière d'assassinat, c'est la peine de mort. Et n'oublions pas, même si le Cameroun a un statut un peu, j'allais dire, alambiqué sur la question de la peine de mort. Selon l'avocat, les présumés voleurs auraient dû être remis aux autorités compétentes, seules habilitées à apprécier leurs responsabilités. Il a été conduit à la chefferie, c'était pour que l'autorité traditionnelle puisse, au regard de ses responsabilités, tant administratives, n'oublions pas qu'un chef traditionnel est un auxiliaire de l'administration, même si
Ça aurait pu être un notable, ou bien un chef de quartier, ou bien un citoyen lambda. C'est pour dire que dès que vous êtes face à une situation comme celle-là, le premier réflexe, c'est d'appeler l'autorité compétente pour traiter ce genre de cas. Alors que l'affaire continue de révolter, la Légion de gendarmerie de l'Ouest vient de lancer un avis de recherche urgent contre le chef supérieur du groupement Baloum. Affaire à suivre. L'affaire est donc à suivre. Toujours à l'ouest du Cameroun, Bacham, un câble électrique traînant fait un mort par électrocution. C'est donc à Bacham, dans le département des Babuntos, région de l'ouest, un homme perd la vie des suites d'électrocution. Le nommé Njoluc, de retour d'une cérémonie, a été électrocuté par un câble électrique provenant d'une moyenne tension. Selon les riverains, ce câble traînait depuis plusieurs jours et avait déjà fait plusieurs victimes. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Ferdinand et Iwanen. De l'émoi et de la consternation sur les visages après le décès du nommé Njoluc. Ce père de 6 enfants a été électrocuté par un câble électrique jonchant le sol depuis plusieurs jours. Naïvement, il était avec un ami aussi, son ami quoi. Il a demandé même qu'il allait se mettre à l'aise. Son ami s'avançait un peu. Arrivé à quelques mètres, il n'a pas trouvé son ami. Il a tourné son dos comme ça. Il a trouvé qu'il était déjà accroché par la haute tension. Lui aussi, il a cherché à le faire décrocher. Ça a lui aussi interlocuté à côté. Bien avant la survenue du drame, les riverains déclarent avoir signalé ce cas auprès de l'entreprise en charge de la distribution électrique qui n'a pas entrepris les travaux pour établir la situation. On a eu à trouver la haute tension qui était coupée en haut du poteau, le tombeau juste au milieu de la route. On a eu aussi à demander les gens de la Sonnelle. Le chef du village Bada qui passait, je lui ai interpellé aussi, il s'est arrêté. Il a appelé le chef de travaux, il n'a pas décroché. Mais moi j'ai appelé une agence Sonnelle, il a décroché. Au lieu qu'ils viennent sitôt pour pouvoir décrocher ou couper la lumière sur le câble, ils ne se sont pas arrivés. Plusieurs autres habitants de cette localité disent avoir été victimes d'électrisation à ce même endroit. J'ai chargé le sable, un camion de sable, par terre livré. En descendant, le câble était au sol. Comme le camion ne pouvait pas passer, je suis alors descendu pour chercher ma part de passage pour continuer la route. Je suis arrivé et mon motoboy a mis le caillou sur cette câble. Ça s'est un peu impacté son bras. Jusqu'à il ne sentait plus son bras, mais nous n'avons pas trop eu de problème. Lorsque nous quittions les lieux, le dit câble traînait encore, attendant l'intervention des techniciens. Pour l'heure, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Le défunt, quant à lui, a été inhumé à Bataki, son village natal. C'est bien triste quand tous ces morts auraient pu être évités. À présent, rendons-nous dans la région du Nord Cameroun, dans Ngaoundéré. Un moto-taximan trouve la mort sous un camion. Un moto-taximan dont a trouvé la mort cet après-midi au quartier Bali, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Ngaoundéré. Selon les témoignages recueillis, il a voulu esquiver un véhicule stationné dans le sens inverse et a perdu le contrôle de sa moto qui avait à son bord une femme et un nourrisson. Le récit à Ngaoundéré de notre correspondant Amadou Bello. Une scène d'une rare violence a marqué les riverains du quartier Bali, dans l'arrondissement de Ngaoundéré premier. Le corps sans vie d'un conducteur de moto a été retrouvé coincé sous la remorque d'un camion devant les lieux de travail d'Amine. L'autre qui venait en pleine allure, derrière lui, a percuté la moto qui était devant. Malheureusement pour lui, le gars de moto, lui, il est tombé du côté du camion. Le camion, on l'a trimballé sur presque 20 mètres, écrasé la tête, écrasé tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a un véhicule mal stationné du sens opposé. L'attaquant voulant éviter le véhicule mal stationné s'est retrouvé sous le camion. Selon les témoins, le véhicule, jugé mal stationné, va quitter précipitamment les lieux avant l'arrivée des enquêteurs. Il y avait un véhicule qui était garé, de couleur grise. Dès que l'accident, le propriétaire du véhicule qui était garé, il a fait la marche arrière et il est parti. Moi, ce que j'ai vu, ça c'est le mal stationnement de ce véhicule qui a pris cela. La moto transportait 3 personnes, le conducteur, une femme et un nourrisson. La femme a quand même survécu.
Puis elle a eu des fractures, mais l'enfant n'a quand même rien eu. Le chauffeur du camion s'est lui-même rendu. Ce nouveau drame relance la question de la circulation des poids lourds en pleine journée dans le centre-ville de Ngaoundéré, alors même qu'une mesure préfectorale en limite la présence. Alertés, les forces de maintien de l'ordre et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Voilà, à présent, rendons-nous dans la région du sud-ouest. CDC, les travailleurs entament une grève illimitée pour 36 mois de salaire impayé. Les employés de la Cameroon Development Corporation, CDC, ont lancé donc une grève illimitée afin de protester contre 36 mois de salaire non versés. Pour exprimer leur colère, ils ont envahi les rues de Tiko, marchant de leur lieu de travail vers d'autres quartiers. Ils ont scandé des slogans et appelé l'administration à régler leurs arriérés, avertissant qu'ils resteraient en grève tant que leurs revendications ne seraient pas prises en compte. Les travailleurs accusent la direction de ne pas avoir engagé de dialogue avec eux, ce qu'ils qualifient d'acte de mauvaise foi. Fon-René Marquez a recueilli les propos de certains manifestants et en fait le compte rendu dans cet élément. Workers of Cameroon's second largest employer, the CDC, have once again taken to the streets demanding payment of their salaries, vowing not to resume work unless a concrete agreement is reached. 36 months of unpaid wages is what the workers are demanding, lamenting that months without pay have severely affected their offsprings. Be very bitter today because we have been working with hunger. Our families are starving. Our wives are leaving us because we cannot provide. Our children are becoming prostitutes on the streets because we cannot provide for them. They accuse management of the state-owned corporation of failing to communicate when they will receive their funds. At the heart of their grievance is a non-payment of salary arrears. The CDC warns Cameroon's largest agro-industrial employer has struggled to pay staff regularly due to losses caused by the socio-political crisis, vandalism of plantations, and fluctuating global rubber and palm oil prices. Many workers have staged sit-ins and protests in recent years over unpaid wages. C'est donc 36 mois d'arriérés de salaire que réclament dans les employés de la CDC. Espérons que leurs revendications seront prises en compte. Violation des droits humains, on en parle. 2792 cas recensés en 2025 à travers le Cameroun. C'est ce que révèle le rapport annuel sur la situation des droits humains publié par l'ONG Un Monde à Venir. Ce document de 66 pages dresse un bilan préoccupant des violences enregistrées sur l'ensemble du territoire national. Au total, 481 cas d'homicide y sont recensés. Les victimes comprennent 70 éléments des forces de défense et de sécurité, 372 civils, 52 présumés séparatistes, ainsi que 44 combattants de Boko Haram. Le rapport fait également état de 44 explosions dans les régions anglophones en crise, ainsi que 27 cas de violence basés sur le genre. Fon-René Marquez a parcouru ce rapport. Voici son analyse. In its 66-page annual report on the human rights situation in Cameroon, the non-governmental organization Un Monde à Venir documented 2,792 cases of violence and human rights violations. It recorded 481 murders, 174 in the two Anglophone regions, 259 in the far north, and 48 in other regions. Among the dead were 70 defense and security personnel, 372 civilians, 52 suspected separatists, and 45 Boko Haram fighters. Over the one-year period, 377 kidnappings accompanied by ransom demands were documented, including 39 in the northwest and southwest regions, 338 in the far north, and 48 in other regions. The NGO and its partners also noted that 17 bans on public gatherings and protests
along with violations of freedom of expression and opinion occurred during this period. The report further indicates that 44 explosions and fires occurred in the two conflict-hit Anglophone regions. It also recorded 27 cases of gender-based violence and 2,500 arbitrary arrests and detentions, often accompanied by extortion of money from civilians in exchange for release. Beyond the numbers, the report points to the shrinking civic space marked by bans on protest, violations of freedom of expression, excessive use of force, and even summary executions. Un bilan bien triste. À présent, poursuivons notre série sur les routes Aquanor-Sable, une route qui mérite aussi des aménagements. Et justement, entre Douala 1er et Douala 5e, la route traversant les quartiers Aquanor et Sable constitue un axe majeur pour des milliers d'habitants de Bonamoussadi, Makepe, Kotor, Lundi, Lokpom et bien d'autres quartiers. Mais aujourd'hui, son état de dégradation avancée transforme les déplacements quotidiens en véritable épreuve. Théodonto s'y est attardé ce jour. Voici son reportage. Reliant les communes de Douala 1er et Douala 5e, la route d'Aquanor, en passant par Sable, est l'une des plus fréquentées de la ville de Douala. Elle dessert plusieurs grands quartiers résidentiels, des commerces, des entreprises, des établissements scolaires et l'hôpital Adlutiem. Mais sur le terrain, le constat est préoccupant. Nid de poules, ornières profondes, chaussées dégradées et absence de carnivores sur plusieurs portions compliquent fortement la circulation. Face à cette situation, de nombreux usagers appellent les pouvoirs publics à engager des travaux d'aménagement sur cet axe, devenu difficile à pratiquer. Mon souhait serait qu'on essaie d'aménager cette route, puisque ça fait presque un peu de temps, quand on travaille, quand on passe avec les voitures, les pneus se cassent toujours. Il y a un peu plein d'amortisseurs à cause de cette route-là. Si franchement, on peut nous aider à arranger ça comme parcours Vita, nous on serait très fiers. Les motocyclistes, eux aussi, subissent quotidiennement les conséquences de cette dégradation et espèrent une intervention rapide. Ça vous dérange beaucoup sur la route, l'accès à Aquanor, à Sable, Bonamoussa, ça nous dérange beaucoup. Ça nous envoie au garage à tous les temps. Parfois, quand je roule, les pièces tombent sur la moto. Oui, on veut qu'on arrange la route aussi, comme on est en train d'arranger à Paco Vita. Pour les chauffeurs de taxi, les conséquences sont également économiques, avec des pannes mécaniques et des dépenses d'entretien de plus en plus fréquentes. Chaque semaine, il y a des amortisseurs. Et c'est pas un fait, c'est la réalité. La réalité, vous-même, vous voyez, vous marchez là, vous voyez comment. Est-ce que c'est normal? Axe de desserte vers les écoles, des entreprises et une formation sanitaire, cette route est aujourd'hui un véritable bourbier. Sa réhabilitation est aussi attendue. Voilà, à présent, parlons de santé. 33 motos pour renforcer l'accès aux vaccins dans le littoral. Et justement, 33 motos pour aller plus vite, plus loin et toucher davantage de populations. La délégation régionale de la santé publique du littoral a ainsi entrepris de renforcer les moyens de mobilité de ces équipes de terrain afin d'améliorer justement la couverture vaccinale et l'accès aux soins dans les zones difficilement accessibles. Le reportage de Jessica Tenos-Machi. Au total, 33 motos neuves ont été remises à 16 districts de santé du littoral avec une attention particulière portée aux zones les plus enclavées. Pour le délégué régional de la santé publique, Charles Yobdoy, cet appui permettra de renforcer les activités de vaccination et de rapprocher davantage les soins des populations. Cette dotation de 33 motos AG200 vise à leur donner les moyens logistiques nécessaires pour se déployer, pour les stratégies avancées sur le terrain, pour approcher davantage nos interventions des ménages. Dans plusieurs aires de santé, l'état des routes et les longues distances compliquent encore le suivi des femmes enceintes et des enfants. À Konjok, le personnel de santé voit dans ce nouveau moyen de déplacement un atout pour améliorer leurs interventions sur le terrain. Le principal difficulté que nous avons dans l'aire de santé de Konjok, c'est pour les villages éloignés. Pendant les campagnes de vaccination et également lors des campagnes de vaccination de routine, nous avons trop de difficultés pour avoir les enfants qui sont dans les villages reculés puisque l'accès est tellement, les routes sont tellement désenclavées. Grâce à ce renforcement logistique, les équipes sanitaires entendent intensifier les activités de proximité et d'étendre la couverture vaccinale dans les localités difficiles d'accès. Cette moto nous permettra, n'est-ce pas, d'atteindre des cibles les plus éloignées. Les femmes enceintes qui ne pourront pas avoir accès
à la consultation prénatale dans les formations sanitaires. Les enfants qui sont vaccinés, qui sont nés et qui n'ont pas reçu des vaccins, qui habitent dans les villages de 13 années, avec ces motos, nous pourrons enfin les rattraper, les vacciner et ça pourra améliorer notre couverture sanitaire. Au-delà de la mobilité des agents, l'objectif est de réduire les inégalités d'accès aux soins et de garantir une meilleure protection des populations les plus vulnérables. Journée mondiale du don de sang, on en parle dans ce journal. Au Cameroun, sur les 400 000 poches de sang demandées chaque année, environ 42,5% sont collectées, incitant les acteurs à trouver des stratégies pour mobiliser davantage plus de donneurs volontaires. Au rang des freins qui découragent certains donneurs, les prix des poches de sang qui apparaissent pour la majorité d'entre eux comme un véritable business. Le médecin de santé publique Étienne Fouidjio donne quelques explications dans cet élément sélectionné par Linda Uninyassa. Pour pouvoir gérer le don de sang, on passe par des procédés. Ces procédés passent par quoi? Non seulement il faut le matériel pour faire la collecte de sang, il faut faire les examens pour évaluer la qualité du sang, okay, et la conservation du sang. Donc tous ces éléments-là ont un coût. Et même si l'État essaie d'amortir les coûts, il y a un coût minimal qu'on demande à la population pour pouvoir soutenir ces actions. Donc, penser qu'on vend du sang, c'est vraiment ne pas comprendre la valeur du sang. Le sang n'a pas de prix. C'est comme si je me dis qu'on vend l'œil. Est-ce qu'on va vendre l'œil à 25, 50, 100 000? Est-ce qu'on va vendre le rein? Est-ce qu'on va vendre le cœur? Faire un don, il est gratuit, mais le processus qui encadre le don est coûteux, malheureusement. Et on demande à la contribution, à travers ce qu'on demande de payer, c'est juste pour amortir très peu cette capacité à faire les différentes techniques pour conserver le sang et pouvoir évaluer la qualité du sang. Voilà, vous l'avez compris, donner de son sang offre des avantages, notamment certains examens de sang gratuits. Voilà. Mondial 2026, le Sénégal, champion d'Afrique, est déjà entré en scène. Hein. Il faut dire que Sénégal-France est en train de se jouer en ce moment. Et le score, pendant que nous parlons, c'est encore à 0-0. Donc, le Sénégal rencontre dans la France. Et c'est juste à quelques heures du coup d'envoi. Les Camerounais parient les pronostics et donnent quelques analyses des chances des Lions de la Teranga avec les Bleus. Entre espoir d'un exploit africain et respect pour la puissance française, les avis sont recueillis au micro de Théo Danto. Pour le match de tout à l'heure, Sénégal contre la France, je pense que le Sénégal va gagner 2-0. Oui, je soutiens d'abord le Sénégal parce que je suis africaine. Mon pronostic sur le match France-Sénégal, je pense que le Sénégal va gagner parce qu'ils sont champions d'Afrique. Le Sénégal va gagner par 1-0. Je pense que la France va battre le Sénégal par 2-0. Parce que vu les forces offensives que la France a en ce moment, ils ont les meilleurs attaquants des plus grands clubs d'Europe. Voir la France sortir vainqueur de ce match. Non, parce que la France, c'est quand même une grande nation de foot. Le Sénégal va gagner 1-0. Ouais. Ah, je sais, ils sont champions d'Afrique. Et en Coupe du Monde, ils peuvent quand même essayer. Mon pronostic pour le match France-Sénégal, le Sénégal gagne par 1-0. Tout simplement parce qu'actuellement, le Sénégal est la meilleure équipe en forme sur le continent africain. Et ils ont des joueurs très talentueux, ils ont des joueurs qui sont habitués des grands championnats. Je vois la France est déjà favori. Oui, parce qu'il a des bons joueurs. Il a des bons joueurs à l'instar de Kylian Mbappé, Michael Olise qui a fait une bonne saison. Bon, moi, je donne un score de 3-1 en faveur de la France. Ouais, 3-1. Au regard de toutes ces actions, on constate bien que les Camerounais penchent pour le Sénégal et les pronostics sont plutôt en faveur du Sénégal. Bonne chance aux Sénégalais. Coupe du Monde 1962, vous l'avez compris, on rentre un peu en arrière. Bienvenue. Les cartons à la Coupe du Monde 1962 au Chili poussaient l'international football board d'introduire justement les cartons dans le football. Le jaune pour avertissement et le rouge pour expulsion de tout joueur coupable d'actes d'anti-jeu. La décision fut prise à l'issue du match Chili-Italie du 2 juin
1962. La rencontre fut une véritable bataille de rue avec 2 joueurs italiens expulsés du terrain par la police en raison de leurs actes d'une violence inouïe sur les Chiliens. La bataille de Santiago avec Jean-Paul Chouniette. La passion nationaliste s'enflamme pendant le match Chili-Italie. Il n'est plus question de jeu. Les Italiens et les Chiliens s'affrontent dans un véritable combat. La bataille de Santiago n'était point un front de guerre à l'arme lourde sur un champ de tir. Ce fut bien un match de foot d'une violence inouïe entre Italiens et Chiliens. 2 protagonistes sous l'enjeu d'un ticket pour les quarts de finale le 2 juin 1962 dans le groupe 2 comprenant la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et le Chili. L'arbitre anglais Kenneth George Aston, réputé pour son autorité, à la charge de ce match à haute tension. Une ambiance délétère est créée par des articles de 2 journalistes italiens, 2 ans après le tremblement de terre qui secoua le Chili. Ces écrits sont repris par la presse locale. Les 2 journalistes sont contraints de quitter le pays avant le match. À peine l'ancien soldat de la Royal Artillery donne le coup d'envoi. Une première grosse faute est enregistrée dès la 12e seconde. Ken Aston ferme les yeux et 8e minute, le milieu de terrain italien Giorgio Ferrini réplique brutalement un tacle de l'attaquant chilien Honorino Landa. Sans outre mesure, le joueur du Torino est expulsé et refuse de sortir. Le match est interrompu durant 8 minutes. Les policiers lui font respecter la décision de l'arbitre. Le match devient incontrôlable. Les 22 acteurs n'arrêtent de se provoquer, de se brutaliser dans une ambiance particulièrement hostile. Les Italiens qui pratiquent un jeu extrêmement rugueux, comme un coup de pied donné sur le gardien chilien. L'arbitre Ken Aston est régulièrement pris à partie par des joueurs, entre contestations, insultes, simulations et provocations. Et survient alors un coup de poing du Chilien Lionel Sanchez, adressé à l'Italien Mario David, répliquant plusieurs coups de pied de l'Italien alors qu'il était au sol. Mario David fait semblant de calmer le jeu, mais il se venge, surgissant par derrière. L'Italien assène un coup de pied en l'air spectaculaire sur la tête du Chilien, en fin de première manche. 2e expulsion italienne à la 41e minute. À la reprise, les Italiens réduits à 9, la violence continue. L'Italien Umberto Mascio est victime d'un nouveau coup de poing. La faute n'est pas sanctionnée. La police va intervenir à plusieurs reprises pour séparer les 2 équipes. Ce n'est plus la peur d'encaisser les buts qui hante les esprits, mais la surprise de prendre une talouche pouvant venir de toutes parts. C'est finalement dans le dernier quart d'heure que la Squadra Azzurra en infériorité numérique craque par 2 fois. Jaime Ramirez inscrit le premier but à la 73e minute et Jorge Toro double la mise à la 87e minute. Quelques heures plus tard, pour une retransmission en différé, le présentateur David Coleman introduisait ce match sur les ondes de la BBC en ces termes. Le match que vous allez voir est la plus stupide, la plus effroyable, la plus répugnante et la plus honteuse démonstration de football. Good evening. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football possibly in the history of the game. Après la Coupe du Monde, l'arbitre anglais Kenneth George Aston suggéra à l'International Board l'instauration des cartons jaunes et rouges. Le dossier lui fit confier. Ken Aston travailla dessus durement. C'est donc grâce à lui que les fautes seront désormais sanctionnées. Carton jaune avertissement et le rouge pour expulsion du joueur. Chile versus Italy. This is the first time the 2 countries have met. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans la 2e partie du Grand Plateau. Le Cameroun a décidé de prolonger les opérations du recensement général de la population. En effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé le 29 mai 2026 un arrêté officialisant cette extension, alors que les travaux avaient été lancés le 24 avril dernier. Cette initiative entre désormais dans une phase d'ajustement. Afin de soutenir ce nouveau départ, un budget additionnel de 6 milliards de francs CFA a été mobilisé. Dans le cadre de cette prolongation, les anciens contrats, justement, ont été remplacés. De nouveaux engagements de 15 jours sont annoncés. L'objectif étant, selon le gouvernement, d'assurer aux agents un salaire fixe accompagné de leurs frais de transport et de subsistance. Ce soir, nous revenons sur ce dossier de recensement pour examiner les promesses et dresser un état des lieux de ce 4e recensement général de la population, une opération qui continue de susciter débats, commentaires et, il faut le dire, d'importants investissements financiers. Et pour en parler, la rédaction a opté pour un communicant politique. Et nous avons sur ce plateau Hildegard Payon. Bonsoir Hildegard Payon. Et bonsoir, merci d'être venue.
Vous êtes militant du MRC et vous êtes une preuve vivante sans doute que ce recensement a beaucoup de manquements. Est-ce que vous avez été recensé déjà? Pas du tout. Je n'ai vu personne dans mon quartier, dans les PK. Pas de recensement de ce côté-là. On attend. Le voisinage, quand même, on peut se dire qu'on est sorti et puis bon, puisque j'ai demandé même aux voisins comment ça se passe. Quand j'ai suivi le report, j'ai eu à demander aux voisins, avez-vous reçu les agents? Quand moi, je voulais aussi essayer de leur en parler, parce qu'on sait parfois qu'il y a des difficultés sur le terrain. Il n'y a pas toujours cette réception-là qu'on attend de la population. Ils m'ont dit non, on n'a vu personne. Voilà, et parlant de difficultés, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés. Les agents ont rencontré énormément de réticences de la population qui n'était pas informée, qui n'avait pas été sensibilisée sur l'intérêt de ce recensement. Mais au-delà de cette population sceptique, il y a également les difficultés que les agents ont rencontrées sur le terrain. Mais c'est ça qui est un peu dérangeant. On a préparé ce recensement ou pas. On nous dit qu'il y a eu un budget. Donc, ces agents ne devaient pas se fâcher ou alors faire des grèves pour obtenir leur dû. On parle de 13 milliards quand même qui ont été débloqués pour ce travail-là. Comment se fait-il qu'on ait eu besoin de grève pour qu'ils puissent percevoir leur crime? Bon, ils ont eu des problèmes de logistique. Bon, ils ont eu des problèmes de matériel, de travail. Et en plus de cette réticence sur le terrain. Mais ça veut donc dire que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué sur le sujet. Or, pour un élément pareil, on prend du temps de communiquer sur tout. Même pendant toute une année, mais qu'on puisse savoir qu'il y a quand même quelque chose qui va se faire pour permettre aux gens de ne pas avoir peur. Car c'est quand même difficile que les gens viennent chez vous. Bon, nous venons vous compter. Vous ouvrez grandement la porte. Ce n'est pas possible non plus. Donc, il faut suffisamment communiquer là-dessus, que tout soit préparé à recevoir des agents. Et on parlerait même de leurs vêtements. Que si vous voyez des gens comme ceci, vous devez savoir que c'est pour le recensement général. Veuillez les recevoir et leur dire, et répondre aux questions. Mais là, c'est comme si tout était bâclé. On n'est pas habitué à ce système. On est habitué, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal parce que, comme vous le dites, on aurait dû préparer sans doute des slogans, des spots publicitaires qu'on aurait dispatchés dans des chaînes de télévision et radio pour préparer la population à recevoir justement ces agents. Mais au-delà de ça, il y a un volet sécuritaire. Ces agents étaient exposés et il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de témoignages des agents qui ont été violentés, qui ont été menacés. C'est systémique, Madame Guimfak. C'est systémique, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je parle, il n'y a pas eu une grande préparation. Pourquoi était-il dans ce cas de violence? S'il y avait eu cette communication, en amont, il n'y aurait pas de violence. On saurait les reconnaître. On saurait pourquoi ils sont là. Qui sont-ils? Que font-ils? Mais quand la population n'est pas informée, nous vivons dans un monde où il y a trop d'insécurité. Vraiment, on ne peut pas blâmer la population à ce niveau. C'est tous les jours qu'il y a des viols, c'est tous les jours qu'il y a des agressions, qu'il y a des tueries. Même un soi-disant chef tue son sujet. Vous comprenez qu'on vit dans la psychose. On a peur de tout. Alors, si on ne prépare pas suffisamment le terrain pour le recensement, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. La preuve, on vient de reporter. On vient de faire des rajouts de milliards. Pourquoi faire, Madame Guimfak, en réalité? Pourquoi faire? 13 milliards en plus, 6 milliards, ça fait 19 milliards. Pour ce nouveau départ. Et il faut rappeler que le 15 juin, c'était la date limite de paiement des dus des agents, mais on se rend compte que ce jour-là qu'on a prolongé. Nous sommes le 16 juin et il y a des agents. C'est juste de l'à peu près que ce gouvernement nous sert. C'est vraiment regrettable. 13 milliards pour un recensement qui est couplé à un recensement de l'agriculture et de l'élevage. Tout à fait. Je dirais même triplé, on va compter les hommes, on va compter le bétail, on va compter les champs de maïs, de patates. C'est beaucoup, donc c'est lourd. Il faut donc vraiment se préparer en conséquence. Et vous ne pouvez pas prendre des agents aujourd'hui, dire que vous ne les reconnaissez pas. Ça n'a vraiment pas... Non, ce n'est pas sérieux ce qu'on fait là. Que ce gouvernement
Et parfois, on nous présente quelque chose de bien pour une fois, en passant. Et en parlant de cet échec, parce que moi, je vois déjà l'échec. Ça me rappelle le 3e recensement. Avez-vous entendu parler du recensement de 2005? Ce recensement était piloté par le féministe M. Kodok Augustin en 2005. Nous avons eu les résultats en 2010. Vous comprenez un peu? 5 ans. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Je crois que c'était le 14 avril 2010, on a eu ça, du recensement fait en avril 2005, 5 ans après. Vous comprenez qu'à partir de là, nous sommes tombés dans les suppositions, projections. Si en 2005, bon, on nous fait savoir en 2010 que la population du Cameroun était de 17 463 800 quelque chose, là, 36 habitants, on donne ce résultat 5 ans après, on retombe dans les projections. Bon, on s'est dit, au regard du taux de croissance démographique, de 2005 à 2010, on va se retrouver à 20 millions. On a donc fait cette projection. Vous voyez un peu les contorsions? 5 ans après. Vous croyez qu'en 2026, ce serait différent? C'est compliqué. 5 ans après, on dit, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On estime toujours la population du Cameroun à. On estime à 20 millions en 2010. Aujourd'hui, 16 ans après, on a toujours estimé à 30 millions depuis quelque temps. Nous avons espéré peut-être que ce recensement allait nous donner enfin des vrais chiffres. Mais il est bâclé, il est bouclé. Donc vous pensez que les résultats ne seront pas fiables? On voit l'échec déjà. 13 milliards pour 5 semaines. Du 24 avril au 29 mai, ça fait 5 semaines. On avait 13 milliards. Mais il n'y avait pas de prime versée à temps. La logistique ne suivait pas. Le matériel de travail non plus. Soit c'était déjà vieux et tout le reste. 6 milliards additionnels pour 60 jours. On a donné 2 autres mois. Honnêtement, Madame Guifa, je crois que c'était inutile de dépenser cet argent. On aurait pu mettre de côté pour un autre projet. Dans d'autres projets. Parce que franchement, nous vivons dans les suppositions. 20 millions d'habitants, on a estimé, aujourd'hui, depuis quelques années, on parle de 30 millions d'habitants. On aurait pu reprendre les mêmes calculs. Les mêmes contorsions, je veux dire. Si on a estimé en 2010, en 2015, ou c'est plus 30, aujourd'hui, en 2020, on parle toujours de 30 millions d'habitants, pardon. Aujourd'hui, on aurait pu reprendre les mêmes contorsions, dire, bon, ok, on suppose que, on estime que le Cameroun pourrait être à 32 millions, 33, et injecter cet argent-là dans d'autres domaines qui sont vraiment plus... que d'engager. Que d'engager. Attendez, voyez vous-même ce qui se passe sur le terrain. On fait souffrir des agents recenseurs. Aujourd'hui, on parle de contrats à refaire. Ça veut dire quoi exactement? Quand ils les ont recrutés pour commencer un travail le 24, ils n'ont pas suivi de formation. Rien n'a été préparé pour eux. On a même parlé des partenaires étrangers qui sont dans le dossier. Donc, ils ont eu suffisamment du temps, des moyens, pour former les gens, même pendant 1 an ou 2 ans, afin de déclencher le processus de recensement. Mais ce n'est pas le cas. La navigation a vu comme toujours. C'est regrettable pour nous. C'est regrettable, mais il faut quand même signaler que les agents attendent toujours d'être payés. Mais l'État trouve, comme j'ai envie de dire, les raisons qui ont été avancées par le gouvernement, c'est que l'identification de ces agents ne correspond pas au numéro de paiement mobile et c'est ça qui a retardé le versement de leurs droits. Est-ce que vous pensez que cette raison, elle tient quand même? Non, c'est la cacophonie. Vous ne pouvez pas recruter des agents il y a juste quelques mois. Toutes les données sont dans les fichiers. Il y a quand même un fichier des agents recrutés. Il y a tous leurs téléphones. Plusieurs ont même... Bon, ils ont même plusieurs téléphones. Nous avons plusieurs entreprises de téléphonie. Vous n'allez pas me dire quelques mois après, quelques semaines après que vous ne les reconnaissez plus. Soit c'est vous-même qui créez cette cacophonie. Vous injectez de nouvelles personnes dans le fichier de recrutement. Attendez, vraiment, ce n'est pas du sérieux ce que nous faisons. Alors, ce régime nous habitue trop à se laisser aller. Pour une fois, on demande du sérieux de la part de ce régime. Un peu de sérieux, et si on veut parler de sérieux, est-ce qu'il faut tout recommencer quand même? Après tout ce budget, tous ces milliards mobilisés, est-ce que pour vraiment être sûr que la population... Est-ce qu'il faut recommencer en fait? Est-ce que ces 19 milliards sont vraiment injectés dans... Quand on nous dit qu'il y a 2,5 milliards qui ont
déjà servi au paiement des primes. Sur le premier budget de 13 milliards, ça veut dire qu'il reste encore 10 milliards et demi. Ça sert à quoi? Ça ne sert pas à la logistique, puisqu'on se plaint de la logistique. Bon, on se plaint du matériel de travail. Ça va où? Et ces agents, on va les renvoyer sans les payer. Si vous voulez plus de vous les payer comme il se doit, normalement, comme ça a été prévu dans le premier contrat. C'est 35 jours, n'est-ce pas? Du 24 avril au 29 mai, c'est 35 jours. Qu'est-ce qui avait été dit? Vous respectez vos engagements, vous les payez. Si vous pensez qu'il faut reprendre, parce que sûrement, je viens de vous dire, c'est même d'une part, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est un échec pur et simple. N'oubliez pas que nous avons aussi des zones où règne l'insécurité. Nous avons le Nozo, nous avons aussi l'extrême nord. Ils vont se déployer là-bas comment? Si dans les zones du sud, par exemple, où il y a moins de tracasseries, ils ont du mal à se déployer sur le terrain, ça se passera comment dans le Nozo, à l'extrême nord? Là, il y a des crises, il y a des difficultés. Mais s'il y a eu cette impréparation, qu'on arrête carrément de la saigner, qu'on arrête de la saigner, et qu'on continue avec nos contorsions de suppositions, projections d'estimation de la population du Cameroun. C'est vrai. Il n'y a rien de sérieux dans ce dossier-là, dans ce travail. Vous ne pouvez pas prendre des gens pour dire après qu'ils ne sont plus reconnus par vous. Ils ne sont pas. Payez-les. Et s'il y a de nouveaux contrats à faire, vous le faites. Mais franchement, ça a très mal commencé. Alors, il y a quand même des manquements, pas quand même, il y a d'énormes manquements au niveau du recensement de la population. Parlons un peu du recensement du côté de l'agriculture et de l'élevage. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, au moins sur ce terrain, pourra s'en sortir? Il a préféré joindre tout ça, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà un dossier assez lourd. Il devait prendre son temps. C'est vrai qu'il nous faut savoir qu'à partir des données, on pourrait mieux orienter les subventions, les aides, par exemple. Tout. Mais si c'est mal fait, on reviendra au point zéro. On ne pourra pas mieux orienter ces soi-disant aides à l'agriculture, à l'élevage, parce qu'on aurait, les données seraient erronées. Alors, que peut-on faire avec des données erronées? Ou on va encore attendre 5 ans pour avoir certaines données qui seront déjà également désuètes parce que des années se sont écoulées. Mais vous voyez dans quoi, dans cette cacophonie, le régime nous amène. On pourrait demander, une fois qu'on soit un peu sérieux, je ne sais pas dans quel domaine ce régime va bien faire la chose pour que la population puisse dire, oh, enfin, le gouvernement bouge. Quittons le mot de la critique et entrons un peu dans la sphère des solutions, des suggestions. Et en ce qui concerne justement le domaine de l'agriculture et de l'élevage, comment est-ce que le gouvernement aurait dû procéder, par exemple, pour soutenir les agriculteurs, les paysans dans leur démarche, dans leur production aujourd'hui? Les différents... Mais nous avons des ministères pour ces domaines-là, n'est-ce pas? Que fait le ministère depuis des années? C'est quoi son rôle? C'est de l'agriculture. Il est à mesure, mais ils n'ont pas de statistiques. Et je pense aussi que nous avons un Institut national de statistique. Tout à fait. Plus, ça c'est un plus. Donc chaque ministère devait avoir quand même aussi son département statistique et faire son recensement. Son propre bilan. Sur des années. Attendez. Mais nous avons un régime de plus de 40 ans. Mais ils ont quoi comme statistique dans leur domaine? À l'élevage. Je suis certain qu'ils en ont. Qu'ils fassent des efforts de sortir ces dossiers-là. Et commencer par travailler sur leurs propres statistiques. Sinon, non, ça veut dire que ces ministères doivent être fermés. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. On ne peut pas dire que vous êtes un ministère, vous n'avez aucune donnée. Sur votre département, sur vos différents départements, et les chambres qui travaillent avec vous. Ça veut dire que ce n'est pas des ministères vraiment viables. Et là encore, c'est encore plus regrettable pour la société camerounaise d'apprendre, de savoir qu'on a des ministères qui n'ont rien sur leur propre travail. Franchement, où allons-nous? Où allons-nous? Vous savez, l'élevage doit s'occuper. Et c'est tout ça maintenant réuni. Le gouvernement peut se de toutes ces données réunies. Le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, tout le reste. Et maintenant sortir un document de stratégie nationale, par exemple. Inclure ça dans le document de stratégie maintenant pour
pour le futur, quoi. Pour le futur, et justement, on va rapidement sortir de ce sujet. On doit quand même dire que cette prolongation vient sans doute pallier aux manquements qui ont eu lieu dès le début. Et avec cette nouvelle stratégie, ce nouveau départ, le gouvernement entend tout de même, quand même, selon la logistique et les procédés techniques qui ont été mis sur pied, le gouvernement entend pouvoir rattraper le tir. Et il y a des données qui ont été mises sur le terrain, il y a des machines, des appareils qui ont été donnés aux agents, dont on peut quand même espérer. Numérique, oui, voilà. La localisation, la géolocalisation, innovante, les méthodes innovantes. Voilà. Que de gros mots. On peut quand même espérer. De gros mots, on entend bien. On peut espérer quand même. Nous vivons dans l'espoir depuis de nombreuses plusieurs décennies déjà. Nous vivons toujours dans l'espoir. Nous vivons dans l'espoir, attendons de voir, parce que moi, je vois déjà de l'échec. Bon, ne perdons pas espoir, vous dites-vous. Il y a des méthodes innovantes. Pour moi, c'est des gros mots. Parce que là, on parle de travail numérique. Je ne sais pas si c'est les drones qui iront faire le travail. Les drones sont pilotés par des gens, quelque part, pour que ça ait fait le travail. Mais si les gens ne sont pas formés suffisamment. Et nous parlons du Cameroun, notre pays. On passe de la fortune numérique dans ce pays. On parle de taux de pénétration d'Internet assez faible. Vous pensez vraiment que ces méthodes innovantes vont vraiment nous... Excusez-moi, les méthodes innovantes vont vraiment nous amener des données fiables pour un travail cohérent? Voilà. Des données fiables pour un travail cohérent, c'est encore possible. Et il faut tout simplement dire, Madame Payon, qu'on doit continuer à être dans la dénonciation pour amener justement le gouvernement à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Nous allons sortir de cet entretien sur le 4e recensement général de la population que le Cameroun a engagé. Et s'il fallait dire un mot de fin à toutes ces personnes, à toutes ces équipes qui sont mobilisées pour travailler à ce recensement, et qu'est-ce que vous pouvez dire pour rattraper le tir? Quelle est la suggestion que vous, en tant que membre de l'opposition, que vous pouvez suggérer en fait? Qu'ils ne se découragent pas. Malheureusement, nous ne sommes pas encore au pouvoir. Les choses se passeraient autrement et très bien. Nous avons des documents qui le prouvent. C'est facile parfois. On ne sait pas pourquoi ce gouvernement ne peut pas copier ce qui est bien et l'appliquer. Alors, qu'ils ne se découragent pas, continuent de travailler. Peut-être, c'était pas mal de chômeurs qui ont trouvé un petit emploi d'1 mois, puis c'était 35 jours d'abord. Aujourd'hui, 2 mois de plus. Si ça peut leur permettre un peu de, je ne sais pas quoi, d'envoyer l'enfant à l'école un jour en attendant que le MSC soit au pouvoir. Bien faire les choses. D'accord. Beaucoup de courage à tous ces agents de recensement. Merci. Madame Hildegard Payon, vous êtes communicante du MRC. Merci d'être venue pour partager avec nous votre analyse. Merci, Madame Gueffard. Voilà. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le Grand Plateau. On se retrouve demain, Inch'Allah.